vendredi 31 mars. Bienvenue pour un nouveau journal Afrique sur TV5 Monde et à la une de l'actualité africaine aujourd'hui. Alerte à la méningite au Nigeria. L'épidémie a fait au moins 282 morts dans un pays qui manque de vaccins. L'ANC en pleine guerre des générations. À la faveur d'un nouveau remaniement ministériel, le président Jacob Zuma écarte la vieille garde pour faire monter la jeune génération visiblement moins sourcilleuse que ses aînés à l'égard de la corruption. Et puis sur les écrans, elle incarne merveilleusement Félicité, la mère courage du dernier film éponyme d'Alain Gomis. Vero Tchanda-Beya est avec nous pour parler de ce rôle qui a déjà bouleversé sa vie. Mais avant de développer ces titres, on commence tout de suite avec l'image du jour et cet hommage rendu par le Conseil de sécurité aux deux experts de l'ONU qui ont été tués en République démocratique du Congo. Les corps de l'Américain Michael Sharp et la Suédo-Chilienne Zaida Catalan ont été retrouvés dans la province du Kasaï central cette semaine, une région secouée par la rébellion de Kamwina Nsapu. Et c'est dans ce contexte de violence que les Nations Unies ont décidé de réduire leur voilure au Congo-Kinshasa. En termes d'effectifs, la MONUSCO comptabilisera à 3000 membres de moins dans les mois à venir. Face à la pénurie de vaccins contre la méningite, l'Organisation mondiale de la santé lance une vaste campagne de vaccination au Nigeria. L'épidémie a fait au moins 282 morts en 5 mois. Le territoire de la capitale fédérale Abuja est l'un des plus touchés. Florence Lozac. La campagne de vaccination est comme une course contre la montre au Nigeria. Mais alors que le pays recense près de 2000 suspicions de cas de méningite et qu'il faut contenir au plus vite l'épidémie, les réserves de vaccins sont vides. La méningite, qui touche 15 des 36 États du pays, est de souche C, peu courante. Alors l'OMS vient de livrer 500 000 doses pour une campagne de vaccination qui commencera dans 10 jours. Pourtant, il y a urgence, car 100 cas ont été confirmés et l'épidémie a fait 282 morts depuis le mois de novembre, pour la plupart des enfants de 5 à 14 ans. Il faudrait être bien meilleur dans le prépositionnement des antibiotiques et le diagnostic dans les États concernés, pour que l'on puisse répliquer bien plus tôt. C'est très triste que l'on ait eu autant de décès et nous allons travailler dur avec ces États à l'avenir pour prévenir les contagions. L'épidémie se transmet par les éternuements, la toux. Et dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, la maladie passe facilement d'un foyer de population à un autre. En 2015 déjà, le Nigeria et le Niger voisin avaient été durement touchés. Plus de 1100 personnes avaient succombé. Et toujours à propos du virus de la méningite, sachez que le Niger est lui aussi en alerte. 100 de cas ont été enregistrés à Niamey. 4 personnes en sont mortes. Toujours à propos du Niger, le président Mamadou Issoufou a été reçu par le président français François Hollande aujourd'hui. Alors bien sûr, au centre des discussions, il a été question de la lutte antiterroriste. Mamadou Issoufou a rappelé que l'opération Barkhane rendait un grand service au niveau de l'ensemble des pays du Sahel. François Hollande a réaffirmé qu'il fallait continuer et rester mobilisé. L'ANC, de plus en plus divisé, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa ne cache pas sa colère après le limogeage de plusieurs ministres, dont le ministre des Finances, surnommé Monsieur Propre. Pour lui, ce renvoi est tout simplement inacceptable. Florence Lozac. Certains qualifient déjà ce coup de tonnerre politique de nuit des longs couteaux en Afrique du Sud. Principale victime de ce remaniement musclé et d'une ampleur inédite, le ministre des Finances, Pravin Gordhan, le monsieur propre, champion de la lutte anticorruption, limogé par le président Jacob Zuma, mis en cause, lui, dans une longue liste de scandales politico-financiers. J'ai décidé d'opérer des changements dans l'exécutif afin d'améliorer notre efficacité et notre efficience. Rappelé en urgence pour se faire signifier son départ alors qu'il était en tournée auprès d'investisseurs au Royaume-Uni, Pravin Gordhan, pour son ultime passage au Trésor public, est acclamé par une foule venue le soutenir et réclamer le départ de Jacob Zuma. Ça n'augure rien de bon pour le pays et rien de bon pour l'économie. Tout le monde est frustré. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est vraiment très sombre.
Dans une conférence de presse, l'ex-ministre des Finances, respecté des marchés et salué pour avoir su tenir une économie mal en point et très endettée, met en garde ceux qui viennent de le pousser dehors. La seule chose que nous devons souligner, c'est que nos âmes ne sont pas à vendre. Toute baisse de la note du pays va nuire au Sud-Africain ordinaire. Et le Sud-Africain ordinaire ne devrait pas payer le prix de quelconque absurdité créée ailleurs. Son limogeage, vivement critiqué par certains poids lourds de l'ANC, ouvre une guerre de succession à la tête du parti qui promet d'être impitoyable. Jacob Zuma doit en quitter la présidence en décembre prochain, mais il verrait bien son ex-épouse Nkosazana Dlamini Zuma lui succéder face à l'autre favori, Cyril Ramaphosa, avec à l'horizon les élections générales de 2019. L'opposant ivoirien Mohamed Sam Jichi, dit Sam l'Africain, condamné pour injures et diffamation envers des personnes appartenant à un groupe ethnique. Sam l'Africain écope de 6 mois de prison, une amende de 500 000 francs CFA et 5 années de privation de ses droits civiques. Son avocat dénonce une condamnation disproportionnée et politique. On l'écoute. Les faits n'étaient pas établis. Le discours dont on l'accuse a été tenu dans un contexte politique, au cours d'un meeting politique. Condamner un homme politique, ça n'est pas reconnaître les droits de la liberté. Or, dans un régime démocratique, un leader politique doit se prononcer sur les faits de la société. Le faire et subir une condamnation, c'est vraiment une grave atteinte à la liberté démocratique et c'est bien malheureux pour la Côte d'Ivoire. Des propos recueillis par Ange Germaniani et Landry Flan. Il y a 1 an et demi, le tramway d'Addis Abeba en Éthiopie était inauguré en grande pompe. Aujourd'hui, les problèmes s'accumulent, retard, panne, attente interminable. Bref, le tramway rame et les habitants continuent de lui préférer le bus. Céline Cléry. Des longues files d'attente aux arrêts des minibus, une scène de vie commune à Addis Abeba. Il y a 1 an et demi, un tramway a été inauguré pour désengorger les rues de la capitale éthiopienne. Mais ce projet qui a coûté 475 millions de dollars n'a pour le moment pas convaincu la population. Vous pouvez attendre jusqu'à 30 minutes pour que le tram arrive. Ils avaient promis qu'un tram viendrait toutes les 6 minutes lors de l'inauguration. Largement financé par des fonds chinois, le premier tramway moderne d'Afrique subsaharienne devait permettre de décongestionner la ville. Avec une capacité de départ de 60 000 voyageurs par jour, ce nouveau transport est déjà surpeuplé. Aujourd'hui, plus de 120 000 passagers l'utilisent au quotidien. Avec le nombre de trains que nous avons, il est impossible d'atténuer la congestion des transports. Mais nous pouvons dire qu'il a eu un impact positif, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons transporté plus de 50 millions de personnes. Mais l'usure se fait déjà sentir. Avec un tiers des 41 wagons en réparation, les retards ne font que s'aggraver. Comment se fait-il qu'il y ait déjà autant de problèmes en seulement 1 an? Les wagons devraient être de bonne qualité et fonctionner. Il faudrait aussi qu'ils limitent le nombre de passagers dans chaque train. Le tram est moins cher que le bus et il est censé être plus rapide. Mais la population d'Addis ne fait qu'augmenter et nombre des 4 millions d'habitants de la ville doivent encore utiliser les ânes bleus, le nom donné au minibus éthiopien, inconfortable et très polluant. L'Afrique à l'honneur au Grand Palais jusqu'à dimanche soir à Paris. Des centaines d'œuvres d'artistes africains et de la diaspora sont en vente pendant la grande foire d'art contemporain Art Paris Art Fair. Visite guidée avec Pascal Achard, Guillaume Gouet et leur guide, le commissaire de ce Focus Afrique, Marie-Anne Yemsi. Sous la verrière du Grand Palais, il y a les illustres aînés, le sculpteur sénégalais Ousmane Sow ou le plasticien ghanéen El Anatsui, star du marché de l'art. Et puis voici venue la nouvelle génération, des artistes nés dans les années 80 que Marie-Anne Yemsi, commissaire invitée de ce Focus Afrique, voulait mettre en avant. Ce qui était extrêmement important, c'est de montrer des nouvelles perspectives africaines, de rendre visibles ces artistes qu'en France, on n'a pas su regarder. Parmi la vingtaine de galeries africaines et européennes qu'elle a choisies, voici le stand d'Art 21 de Lagos. Namza Leba, photographe suisse-guinéenne, présente ici sa série Zulu Kids. Pour cette série, je me suis inspirée de plusieurs cultures, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Ouest et aussi de l'Occident où j'en fais un syncrétisme culturel. J'ai utilisé beaucoup des habits traditionnels zoulous. Ce qui me passionne dans son travail, c'est
et qui est à l'exemple de beaucoup de cette jeune génération, c'est sa virtuosité. Nouvelle voix, regards acérés qui explorent et au final esquissent un autre visage de leur Afrique. Quand ils utilisent un médium classique comme la photographie, ils en font des nouvelles écritures. Et dans son langage aussi, on découvre à travers elle un travail sur l'identité. Je parle de mon héritage multiculturel, de mes différentes influences. Je me sens pas plus guinéenne que suisse. Je fais partie du monde. Des artistes nomades et un continent en perpétuel mouvement. L'Afrique bouge, l'Afrique c'est le futur, on est inspiré par plein d'autres choses. Ces artistes, ils sont à l'image de ce monde qui bouge. Ils partent, ils vont étudier ailleurs, ils reviennent sur le continent. Leurs œuvres, c'est ça. Des œuvres qui regardent leur monde, un univers affranchi de toute frontière. Allez, on ouvre à présent une page cinéma avec la belle histoire, l'incroyable destinée de Vero Tchandabeya. Mbote ? Mbote Dominique. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes congolaise, quinoise, et vous interprétez magnifiquement le rôle de Félicité dans le dernier film d'Alain Gomis, cette mère courage qui chante dans un bar pour nourrir son fils chaque jour et dont la vie va être bousculée par un accident de son enfant. Avant de commencer l'interview, on va regarder justement un extrait et on va en parler après. soki ofuti biso tosali opération obibetaki tolo yo mosi ya tembe lelo suki tembe sili. Vero Tchandabeya, on voit que vous regardez toujours avec autant de plaisir ce film et l'extrait en tout cas de ce film Félicité. C'est votre premier rôle au cinéma. Avant cela, vous travailliez, vous vendiez des vêtements pour nourrir votre fille à Kinshasa. Comment Alain Gomis vous a-t-il choisi pour ce rôle? En fait, c'était lors des castings. Je suis venue, je me suis présentée dans un casting. Il y a un ami à moi qui m'a appelé, qui m'a dit il faut venir. Il y a un casting quelque part. Moi, je suis venue, mais je ne savais pas en fait. Je suis venue seulement parce que je devais voir mon ami, ça faisait longtemps que je n'étais pas vu. Mais comme lui travaillait dans les cinémas, dans la culture, tout ça, moi, c'était pas mon truc. Je suis venue comme ça. J'ai passé les premiers castings. J'ai rencontré Alain lui-même. C'est lui-même qui m'a casté la première fois. Après, je suis partie pour revenir après 3 mois. Donc, en fait, quand je suis venue la première fois, j'ai vu, il y avait plein de monde. Et il y avait le genre... des personnalités, des personnages que moi je connais et que j'admire à la télé déjà, ils passaient déjà à la télé. Et moi qui débarque comme ça... Et c'est vous qui avez été choisi. Franchement, c'était le rêve de votre vie quand même, parce qu'en fait vous rêviez de faire du théâtre, oui. Mais votre famille s'est opposée à ce que vous preniez des cours. Oui, j'ai rêvé beaucoup faire les films, les théâtres, parce que j'étais une bonne cinéphile, quoi. Tout le temps, je suis là, je regarde les films les films d'action, les séries novellas, tout ça. Mais quand j'ai commencé avec les trucs de théâtre, ma sœur qui m'a élevée, elle ne voulait pas, quoi. Elle voulait que je sois ministre ou je sais pas, député, quelque chose comme ça. En fait, dans le film, tous les acteurs, vous parlez en lingala, tous. Ça vous a bien aidé. Vous auriez... Qu'est-ce que ça apporte, le fait de parler en lingala? C'est plus fort pour vous que de jouer en français dans ce film qui est tourné à Kinshasa? Bon, pour les messages, je trouve que c'était vraiment nécessaire parce que le film a été tourné à Kinshasa. C'était nécessaire d'abord de servir les gens de Kinshasa, les peuples de Kinshasa, et partout dans le monde, quoi. Et puis c'est une tellement jolie langue, le lingala. Franchement, surtout en chanson, vous allez aimer, quoi. Alors justement, on va regarder un autre extrait de Félicité, on se retrouve après. Ouais.
vous avez tourné ce film il y a 2 ans, Véro, vous imaginiez qu'il connaisse un tel succès? Il a été primé au Burkina, il a reçu les Talons d'Or de Yinanga, et à Berlin, il a reçu le Grand Prix du jury. Vous imaginiez que vous étiez en train peut-être de rentrer dans l'histoire du cinéma en tournant ce film? En fait, en tournant ce film, je ne m'attendais pas, pour dire vrai. Mais ce qui est vrai, tout le monde aspire à l'élévation, à la grandeur, tout ça. Et ça me surprend pas beaucoup parce que, tu vois, Alain a déjà eu les Talons d'Or en 2013. Ouais. Donc, j'ai... Ouais. C'est vrai que c'est pas son premier succès. Ouais. Comment vous le vivez, ce succès-là? Aujourd'hui, vous allez sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de radio, on vous veut partout, vous passez des castings. Comment on vit le succès? Comment vous vivez votre succès? En fait, moi, je trouve que... C'est bon à vivre ou est-ce que ça fait peur? Au commencement, là, ça me faisait peur, mais maintenant, je me suis habituée, quoi. Franchement, tu vois, avec la promotion, ça fait pas mal de temps. Et on passe des plateaux en plateau, des interviews en interview, tout ça. Ça fait un truc d'habitude, quoi. Donc, ça devient normal, là. On sait que la République démocratique du Congo connaît beaucoup de difficultés, beaucoup de violences, notamment au Kasaï. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Est-ce que vous avez un mot à dire? Premièrement, ça me fait très mal. Et quand ça tire, personne n'est à l'abri. Moi, Véronique Tchandabeya, je souhaiterais les dialogues, qu'il y ait les dialogues, qu'il y ait la paix, la solidarité, pour enfin pouvoir, comment dirais-je, régler les problèmes autrement, afin qu'il y ait la paix. Tu vois? Parce que quand ça tire là, il y a nos frères qui sont là, le truc, c'est pas bien, quoi. Nous sommes là pour la paix, nous voulons la paix, une paix durable et possible. Nous voulons que l'opposition et les pouvoirs se réunissent. Nous voulons la paix au Congo, la paix, rien que la paix, quoi. Dans notre beau pays, le Congo est grand et fort. Enfin, pour pouvoir dire un jour, nous sommes beaux et nous sommes dignes. Eh bien, c'est sur ces jolis mots et ce joli message qu'on va se quitter, on va se séparer, puisque c'est la fin de ce Journal Afrique. Merci à vous, Véro Tchandabeya, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Voilà, c'est la fin de ce Journal Afrique. Merci à vous qui nous suivez depuis Johannesburg, Casablanca ou Niamey. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde et à demain.